Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe organisatrice de cet événement. Je remercie l'ESCA de nous accueillir. Je remercie vous pour votre présence. Je suis très heureux d'être parmi vous, de faire partie un peu de cette belle brochette d'intervenants. Alors, quand on m'a invité, je me suis dit de quoi je vais parler. Comme tous les intervenants, est-ce que je vais relater un axe de ma vie, pardon, de mes vies. Vous parlez de fils de diplomate qui est né au Soudan, à Khartoum, qui a fait son bout de chemin, qui a été SDF, sans domicile fixe à 19 ans à Montpellier, qui a retravaillé, qui a essayé de se battre, qui à 38 ans a été en faillite, et qui depuis a encore travaillé pour essayer de se remettre sur pied et créer notre entreprise. Bon, égoïstement, je ne vais pas vous parler de ça. Je me suis dit, je vais laisser ça pour Netflix, qui sait. Et j'ai préféré vous parler d'autre chose qui peut nous intéresser tous. Si je vous dis, bien sûr, on met la santé de côté, c'est la priorité des priorités, mais quelles seraient deux composantes que nous recherchons tous? Prenez quelques secondes pour réfléchir à deux choses. J'ai entendu bonheur, argent. La santé, elle est automatiquement, la santé est là. On va parler argent, bonheur, mais les composants du bonheur. Ah, amour, j'ai entendu amour. Oui. J'ai envie effectivement. Ça marche pas. Effectivement, j'avais envie de vous parler de bonheur, d'amour et d'argent. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas non plus psychopathe. Je vais juste vous relater ma propre expérience, ma vision. Voilà, c'est bon. Voilà, le cœur et l'argent. Donc voilà, on va parler d'amour et d'argent. Pour ceux qui pensaient qu'on allait parler d'entrepreneuriat, ben c'est raté. Pourquoi? Et vous l'avez dit, vous l'avez anticipé. Parce que justement, que ce soit l'amour ou l'argent, au final, l'objectif, c'est d'être bien, d'être heureux. On les recherche, chacun à sa manière, chacun selon ce qu'il cherche, son éducation, sa façon de voir les choses, mais on recherche tous un peu cet amour et cet argent, cet enrichissement, pour être heureux. Je n'ai pas de recette, et je suis mal placé parce que j'ai plusieurs fois perdu les deux, et ça pique, quand on perd les deux, l'amour et l'argent. Donc, je n'ai pas de recette à vous donner. En revanche, j'ai une grille de lecture. J'ai une grille qui fait qu'on ne va pas se poser la question, est-ce que… Quoi que je peux vous la poser quand même. En levant la main, qui selon vous, qui parmi vous, pardon, met l'amour avant l'argent? En levant la main. Ah tiens, il y a des hommes aussi. Qui met l'argent devant l'amour? Alors, qui les met au même niveau? C'est propre à chacun. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas une règle qui fait que c'est vrai que bon, non, c'est propre à chacun et je suis encore une fois mal placé pour juger. Je ne suis pas là pour juger non plus. Et ce n'est pas le but de cette intervention. Ce que je vais vous dire ici, c'est quelle que soit la position qu'on peut avoir, j'ai envie de la voir et je vous invite à la faire à travers ces trois composants-là, le hasard, la passion et le travail. Quel que soit le choix que vous allez faire, quelle que soit l'envie que vous avez, ces trois composantes, ils sont quelque part. Le hasard. Certains l'appellent la chance, zhar. On ne le provoque pas, il est là. Et on l'a aussi bien quand on parle d'amour que d'argent. Moi, je pense que le hasard, on peut le provoquer. Et on y arrive quand on le veut. Donc, si on parle d'amour, tous, on croise des dizaines de personnes par jour autour d'un café, dans une pharmacie, dans un feu rouge, etc. Et parfois, vous allez trouver quelqu'un qui va dire « Ouais, mais j'ai croisé une personne et il y a quelque chose qui s'est passé, dans un regard, dans quelque chose, il y a quelque chose de très spécial. » Et on se dit « Ouais, en fait, non, cette personne était prête. Psychologiquement, elle était ouverte à ça. » D'autres auraient fait la même chose, mais ils ne sont pas ouverts, ils n'étaient pas prêts à voir. Donc finalement, ce n'est pas totalement que la chance. De même dans le boulot, ou dans l'investissement, ou l'entrepreneuriat.
Vous allez entendre des gens, là, 4 cafés, 3 ne marchent pas du tout. Et lui, il est venu et comme par hasard, ça marche. Ben non, ce n'est pas du hasard. Cette personne-là a étudié les 3 autres. Il a compris pourquoi les 3 autres ne marchaient pas. Peut-être un problème de service, d'hygiène, de qualité, quelle que soit la raison. Et il a eu l'intelligence de se positionner à un endroit et de faire mieux que les autres. Donc, ce n'est pas du hasard. Donc, faites attention à notre perception du hasard. Le hasard peut être provoqué. C'est le premier point qui est essentiel. La passion. Alors, au cas où vous ne l'aurez pas encore remarqué, je suis quelqu'un de très passionné. Et je ne vivrai pas sans passion. Et la passion, c'est ce qui fait la différence. La passion, c'est faire les choses de manière viscérale. J'ai adoré les présentations des speakers qui m'ont devancé parce que justement, en allant de Myriam jusqu'à Oumaima, on a senti cette passion, ça sortait, il y avait de l'émotion, dans le regard on voyait tout ça. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Choisissez quelque chose qui vous passionne. Dans une relation amoureuse, vous allez dire c'est un peu cliché peut-être, dans une relation amoureuse, quand vous avez les petits papillons, vous les jeunes, ça existe encore chez vous maintenant, les papillons, non? Il n'y a plus? C'est de notre époque, ça n'existe plus aujourd'hui. Ces petits papillons, ce petit quelque chose que lorsque vous voyez le nom de votre chérie s'accrocher au téléphone, ça fait un truc bizarre. Quand vous allez la voir ou la revoir, ça fait un truc bizarre. C'est ça aussi la passion. Dans votre travail, quand vous êtes entrepreneur et vous vous battez pour aller présenter votre projet à du financement à une banque, c'est ce qu'on retient. J'ai été dans des jurys. Ce qu'on va voir, c'est l'entrepreneur. À la rigueur, le pitch, on s'en fout. Mais si on voit cette envie, cette passion dans le regard, ça change tout. On a envie de vous aider, même s'il y a des erreurs, même si votre projet n'est pas très clair, on a envie de vous aider. La passion, c'est un élément qui est primordial. Mais attention, parce que j'ai connu aussi des jeunes passionnés, mais ils s'arrêtaient là. La passion, ce n'est pas un rêve auquel on pense le soir et le lendemain on l'oublie et on change avec un autre rêve. La passion, c'est plus profond. La passion, c'est quelque chose qui est profond dans ce que vous voulez et dans son expression aussi. La passion, c'est ce qui va permettre de vous faire la différence par rapport à d'autres. Le troisième point, c'est le travail. Provoquons le hasard. Faisons-le avec passion. Mais il faut qu'il y ait du travail derrière. Il faut qu'il y ait du travail. Et ce travail-là, c'est la part, je vais dire, la plus compliquée, la plus difficile. Surtout avec la nouvelle génération. Je n'ai aucun a priori, au contraire. Mais c'est là où ça devient plus compliqué. De s'investir. On l'a entendu tout à l'heure, notamment dans les témoignages, où on vous dit clairement de faire, de travailler, de faire le maximum. C'est ça. J'ai 2 enfants. J'ai une fille qui a 14 ans et un fils qui a 10 ans. Et je me rappelle, moi, quand j'étais petit, justement, on avait les parents, à l'époque, ils voulaient tous qu'on soit les premiers de la classe, ils voulaient tous qu'on puisse faire des études scientifiques et nous guider vers ce qu'il y a de mieux que la société selon leur façon de voir les choses. Et c'est humain, c'est normal, tous les parents veulent que leurs enfants soient meilleurs qu'eux. Ça peut faire des choses très bien, mais aussi ça peut créer parfois des frustrations, ça peut créer du stress, ça peut créer des déceptions, ça peut créer des gens qui doutent d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que, je le dis souvent aussi, parce que j'interviens, j'ai la chance d'être parmi des étudiants assez souvent, et je leur dis, j'ai fait toutes les erreurs qu'un entrepreneur peut faire. Je peux même dire, j'ai fait toutes les erreurs qu'un homme peut faire. Et ça a toujours été de l'apprentissage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis à mes enfants, travailler, ça veut dire donner le meilleur de vous. C'est tout. Si vous donnez le meilleur de vous-même, c'est tout ce qu'on vous demande. Ça a 2 impacts très positifs. Le premier, c'est que ça fixe un cadre. J'essaie de m'auto-évaluer. Est-ce que j'ai préparé? Ça va d'un petit examen basique. Est-ce que j'ai fait le maximum? J'ai révisé, j'ai fait mes devoirs, etc. C'est parfait. J'ai fait le maximum. Donc déjà, de s'évaluer au fur et à mesure. Si je n'ai pas réussi, peut-être que j'ai finalement pas révisé à temps. Donc la prochaine fois, je revois tout ça. Et le deuxième élément important dans faire donner le meilleur de soi-même, c'est qu'on évite les comparaisons. Je ne vais pas voir l'autre qui a fait mieux que moi, l'autre qui a une meilleure note. On s'en fout. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que toi, tu as fait le maximum. Et ça enlève justement, et ça c'est important parce qu'il y a des gens qui sont magnifiques, excellents, mais ils seront toujours malheureux parce qu'ils voient à côté. Ils voient l'autre, qu'est-ce qu'il y a de plus.
Il voit l'autre, qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Il se compare par rapport à l'autre. J'ai tel salaire, oui, mais lui, il gagne plus. J'ai tel poste, oui, mais il est patron ailleurs. J'ai voyagé là, mais lui, il a pris l'avion. J'ai voyagé, lui, il est parti en première classe. Et ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Donc c'est pour ça que, pour moi, la notion de travail, c'est vraiment le fait de donner le meilleur de soi. Dans tout. Alors, justement, pour revenir, comme la thématique, ou plutôt le fil conducteur, c'est l'amour et l'argent, dans une relation amoureuse, messieurs, dames, comme j'ai dit, j'ai peut-être pas tout réussi dans ma vie, mais j'ai appris que pour garder cette flamme, notamment dans un couple, ben c'est quelque chose, c'est un travail au quotidien. C'est chaque matin, on la préserve, cette flamme. Chaque matin, on essaye de faire en sorte que cette flamme perdure. Et c'est les deux parties. Donc c'est du travail, c'est de l'implication. Dans le boulot, c'est la même chose aussi. Donnez le meilleur de vous-même. Même quand ça échoue, vous n'avez pas à vous culpabiliser. Il y a une étude qui a été faite, je pense, en Europe, je n'ai plus les sources exactes en tête, où ils ont posé la question aux gens, il leur a dit, des personnes qui sont sur l'île de la mort. Il leur a dit, qu'est-ce qui vous manque? Aujourd'hui, à quoi vous pensez? C'est quoi l'élément qui vous tracasse là, alors que bon, vous avez passé de l'au-delà dans quelques minutes peut-être? Et plus de 90% des réponses étaient un regret de ne pas avoir suivi mes rêves. Ils regrettent à ce moment-là de ne pas avoir suivi leurs rêves. Et vous m'accordez, c'est un peu trop tard. Donc c'est pour ça, suivez vos rêves. Comment on peut réaliser? En provoquant le hasard, en essayant de faire ce qui nous passionne et de travailler pour y arriver. Bon, je vais quand même vous raconter, je ne laisserai pas tout le suspense pour Netflix, je vous raconterai un petit peu des choses me concernant. Après mes 2 années de prépa au Maroc, j'étais très prétentieux, très sûr de moi. Les professeurs en première année disaient, de toute façon, tu auras sûrement une parisienne, tout se passera très très bien. Et donc automatiquement, un jeune de 18 ans, il se relâche. Il se dit, de toute façon, c'est acquis. Et là, on oublie le travail. Et on se fait plaisir, on sort, on fait plein de choses. Et les résultats tombent. Et bien sûr, on n'a pas travaillé, on a mérité d'échouer, on a mérité l'échec. Là vient la culpabilité vis-à-vis des parents. On est déçu de soi-même, on est déçu parce qu'on se dit on a raté le coche. Premier grand échec dans la vie d'un étudiant, tu n'as pas encore le recul qu'il faut. Aujourd'hui, je sais que c'est rien, mais à l'époque, je ne savais pas. J'arrive à Montpellier. Je vais en France parce qu'à l'époque, quand on était admissible à une école de commerce, on pouvait s'inscrire à la fac. Donc, je me suis inscrit à la fac. Et j'ai inscrit à la fac, je voulais m'inscrire à la fac. Culpabilisant vis-à-vis de mes parents, donc je ne pouvais pas demander de l'argent. Donc, je l'ai pris avec moi et je me suis dit, bon, je vais m'auto-gérer. Et je suis parti chercher à Montpellier où est-ce que je peux habiter la plus longue période possible de manière à m'autofinancer, à me gérer comme un homme responsable pour leur faire oublier ce que j'ai mal fait. Et donc, j'avais trouvé une auberge de jeunesse où on était 18 dans la chambre. Alors oui, j'ai omis un point important. Là, ce n'était pas le hasard que j'ai choisi. Je suis arrivé à Montpellier 4 jours après le 11 septembre. Un Marocain né au Soudan qui atterrit à Montpellier 4 jours après le 11 septembre. Et dans mon passeport, il y avait la Syrie, la Libye. En fait, j'étais un terroriste juste caché. Donc c'était hyper compliqué, en plus du contexte, d'aller m'installer quelque part. J'arrive à l'auberge de jeunesse. On était entre frères, marocains, tunisiens, algériens, gabonais, guinéens. Et j'ai pris le budget que j'avais et j'ai essayé de le diviser sur un mois et demi. Et ça me donnait un repas par jour. À l'époque, je me rappelle très bien, il y avait Place La Comédie, un vendeur de sandwich qui vendait des Américains. Donc c'était un sandwich, viande hachée, frites et coca. Et c'était en francs à l'époque. On était à 9 francs et quelques. Et je me suis arrangé justement pour avoir ce sandwich toujours entre 14 et 16 heures. Comme ça, le matin, je prends une tisane avec du sucre, ça donnait de l'énergie, et je laissais un petit bout pour le soir. Et ça a été le cas pendant plus d'1 mois. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, après je trouverai un petit boulot. Je vais m'inscrire à la fac, j'en étais mardi, c'était le mercredi. Sauf que le mardi soir, un des gars qui était avec nous, je pense sûrement par inadvertance, ils l'ont chopé avec un peu de drogue. Et donc, ils nous ont tous virés de l'auberge de jeunesse. Donc, je me retrouve la nuit de mardi à mercredi dehors et j'avais mon rendez-vous à la fac mercredi matin pour m'inscrire. J'arrive à la fac,
avec ma valise, parce que justement, j'ai récupéré avec moi. Je vais voir la dame et qui me dit, écoutez, monsieur, très bien, mais donnez votre adresse. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai l'adresse de l'auberge. Je n'ai pas osé lui dire que j'ai été viré de l'auberge. Elle me dit, non, monsieur, ce n'est pas possible. Il nous faut une adresse fixe. L'auberge de jeunesse, un hôtel n'est pas une adresse fixe. Je lui ai dit, madame, c'est ce que j'ai. Je viens du Maroc, mes parents sont loin, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, allez à la Croix-Rouge de Montpellier et ils vous aideront. Je vais à la Croix-Rouge de Montpellier. Donc on a fait la queue, il y avait des gens, un peu de tout le monde, partout. Et donc j'ai été accueilli par un homme d'église. Je n'oublierai jamais cet homme qui m'accueillit en disant « Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider ?» Alors je lui dis « Monsieur, en fait, voilà, je veux m'inscrire à la fac et voilà ce qui s'est passé. » Il me dit « Appelez-moi mon père. » Je dis « Écoutez, j'ai un seul père, il est au Maroc, je vous appelle tonton à la rigueur. Mais voilà, je veux juste une domiciliation, je ne sais pas comment faire. » Et donc justement, il m'a préparé un document en mettant, j'ai rempli le document et j'ai signé, il a signé aussi. Et c'est là où j'ai vu à la fin, en fait, c'est que dans le document, il reconnaissait que j'étais sans domicile fixe. Et dans le document, il y avait effectivement profession des parents, était diplomate, et moi j'étais sans domicile fixe. Ce document, je l'ai gardé aujourd'hui pour le présenter notamment à mes enfants. En soi, sur le champ, je ne l'ai pas vécu comme un drame. Ce n'est pas un drame. Alhamdoulilah, on est en bonne santé, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ce qui est important surtout, c'est de rebondir derrière. Et ce problème-là a fait que, quasiment 20 ans plus tard, quand j'ai fait faillite, je me suis rappelé du fameux prêtre. Et je me suis dit, bon, ça ne sera pas la domicile fixe de Montpellier, ce sera peut-être autre chose. Et on arrive à rebondir. Mais encore une fois, chaque fois j'ai rebondi grâce à cette grille de lecture. En disant qu'on peut provoquer le hasard, qu'il faut le provoquer, que justement, j'ai toujours fait les choses avec passion. J'ai voulu faire de la radio, je l'ai fait. J'ai voulu faire de la télé, j'en ai fait. J'ai même voulu faire du stand-up, j'en ai fait. Alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. Et enfin, travailler pour y arriver. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie pour votre attention. Et hasard, travail et passion. Merci.